Revenons maintenant sur les premiers résultats du programme Mataya. Rappelez-vous, cette vaste enquête lancée en 2019 sur 2000 participants et 18 îles, elle doit permettre de déterminer le poids des facteurs de risque liés au mode de vie, mais aussi les poids des facteurs intrinsèques comme la génétique, l'âge ou le sexe face à l'obésité notamment, mais aussi face aux maladies infectieuses et aux maladies chroniques. Pour en parler, nous recevons la chercheuse virologue Van Maïkao Lormo. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, vous êtes à la directrice du laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses à l'Institut Louis Malardé. Vous suivez ce projet depuis maintenant quasiment 5 ans. Vous êtes pourquoi c'était si important d'associer génétique humaine, habitudes de vie et maladies infectieuses? Alors de plus en plus, on prend conscience quelque part que les maladies, qu'il s'agisse de maladies chroniques comme l'obésité, le diabète, mais également les maladies infectieuses, sont aussi influencées par l'individu et par son environnement. Et en termes d'environnement, il y a une chose très importante en Polynésie française qui est qu'on a en fait une population qui est distribuée sur beaucoup d'archipels et ces environnements sont très différents. Et en dehors de l'environnement, il y a aussi quelque part l'histoire et aussi l'histoire génétique quelque part de ces populations. Donc il y a beaucoup de questions sur quelque part l'histoire du peuplement du Pacifique et du peuplement aussi des différents archipels de Polynésie française qui peut avoir un impact sur la diversité génétique et cette diversité génétique entre les archipels peut aussi avoir, entre les populations des différents archipels, peut avoir un impact sur leur prédisposition ou potentiellement leur protection vis-à-vis de certaines maladies. À côté de la génétique, il y a aussi un élément important qui est le microbiome, c'est-à-dire que notre base génétique, mais également nos habitudes alimentaires et notre environnement peut avoir une influence sur notre microbiome, qui peut également à son tour avoir une influence sur notre santé. Ce programme de recherche va plus loin avec la collecte de sang, de salive ou de sel. Qu'est-ce qu'on regarde dans chacun de ces échantillons biologiques et qu'est-ce qu'ils permettent de découvrir? Alors cette étude a mené sur près de 1942 participants qui ont été invités à participer à l'étude sur 18 îles de 5 archipels de la Polynésie française. Effectivement, au moment de l'enquête, des questionnaires et des questions leur ont été posées sur leurs habitudes de vie. Un prélèvement de sang a été fait pour faire un bilan sanguin, c'est-à-dire qu'un total de 30 marqueurs sanguins vont être regardés pour savoir quel est l'état de santé réel en fait, de la personne d'un point de vue biologique. C'est à ça que servent les échantillons sanguins. Ces échantillons sanguins permettront également de rechercher des anticorps, savoir si ces personnes ont déjà été exposées notamment à des virus, comme les virus transmis par les moustiques, comme le virus de l'hépatite B, ça c'est un point important. Et enfin, on a aussi collecté de la salive, parce que c'est sur la base de ces prélèvements de salive que va se développer en fait tout le volet génétique. Et un total d'à peu près 1700 participants ont en fait leur génome, leur ADN, qui a été séquencé sur la base de la salive. Enfin, les collectes de sel ont pour objet de travailler sur la composition de la flore intestinale, le séquençage en fait de l'ensemble des micro-organismes qui constituent le microbiome. Et les premiers résultats montrent qu'il y a un terrain génétique propice à l'obésité. Ce n'est pas vraiment une surprise. Il y avait de fortes présomptions. On a beaucoup entendu parler du gène de l'obésité, par exemple. Alors il y a effectivement beaucoup d'études qui ont été menées en amont, qui ont commencé à explorer ce lien potentiel entre, on va dire, l'existence de certains gènes et une prédisposition au développement de maladies non transmissibles telles que l'obésité ou le diabète. Dans cette étude, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller encore de façon plus précise quelque part sur l'identification ou surtout des gènes qui potentiellement pourraient intervenir. Donc ce volet-là est traité avec un généticien de l'Institut Pasteur de Paris, le professeur Luis Quintana Murchi. Il y a un certain nombre de paramètres qui ont été identifiés, le lien entre certains gènes et potentiellement une vraie prédisposition au développement du diabète, le lien entre certains gènes et la présence de moins de bon cholestérol. Donc tout ça peut avoir un lien et créer en fait des facteurs de prédisposition à l'obésité, au diabète. Il y a une prévalence d'hépatite B. Est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi?
Alors oui, on s'est beaucoup intéressé à l'hépatite B parce que donc la Polynésie française a mis en 1995 a rendu la vaccination contre l'hépatite B obligatoire à la naissance. Et puis depuis ce temps, il n'y a pas eu de vrai ou de possibilité de réaliser une étude qui pourrait faire un état des lieux sur l'ensemble des archipels de la situation réelle de la prévalence de l'hépatite B, sachant que une partie de la population, celle qui était déjà née quelque part avant la mise en place des campagnes vaccinales, a elle potentiellement encore du virus de l'hépatite B. Et ce qui se passe, c'est que cet intérêt pour la présence ou pas d'infection à hépatite B est aussi lié au fait que dans les Australes, où certains des archipels présentent en fait un niveau de présence de cancer du foie, et l'infection par le virus de l'hépatite B est un des facteurs de risque important de développement de cancer du foie. Et dans les Australes, par exemple, le cancer du foie, l'incidence du cancer du foie est plus élevée que presque n'importe où ailleurs dans le monde. Cette enquête a démarré en 2019, juste avant le Covid. Elle en a donc profité pour rechercher dans les prélèvements des facteurs potentiellement associés au Covid. Qu'avez-vous découvert ? Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on a monté cette étude, on ne savait pas qu'on aurait une épidémie de Covid, mais on avait prévu, puisqu'on s'intéresse aux maladies infectieuses, et en particulier aux maladies infectieuses émergentes, de potentiellement pouvoir aussi inclure dans l'étude un nouveau virus émergent potentiel. Alors le Covid a quand même beaucoup compliqué l'enquête parce que toutes les périodes de confinement ont rallongé la période pendant laquelle on a pu inclure les participants, mais en même temps, elle nous a permis de rajouter des questionnaires et effectivement de regarder de façon un peu plus précise quel lien potentiel on pouvait faire entre l'infection par le SARS-CoV-2, donc qui est à l'origine du Covid, et d'autres paramètres. Donc on a regardé plusieurs facteurs. Donc le premier résultat important, c'est qu'on a identifié que la proportion d'infection par le SARS-CoV-2 a été identique pour l'ensemble de la Polynésie française que sur Tahiti, puisque finalement les premières études étaient uniquement sur l'île de Tahiti. Donc on a plus de la moitié de la population qui avait été, en tout cas 50% des personnes qui ont été infectées par le SARS-CoV-2 de façon naturelle à la suite de ces deux épidémies. Après, on a regardé de façon un peu plus précise s'il y avait des facteurs qui favorisaient ou qui protégeaient potentiellement contre l'infection. Donc le vaccin, clairement, a démontré qu'il était en capacité, qu'il avait réduit le risque d'infection. Et une autre découverte qu'on a faite, qu'on n'est pas les seuls à avoir fait, qui a été observée dans d'autres études internationales, et c'est intéressant de voir qu'en Polynésie française, finalement, on a vu la même chose qu'ailleurs, c'est que le fait de fumer a été identifié comme potentiellement un facteur qui réduit le risque d'infection. Donc on va se dire, c'est super, je peux fumer, ça va réduire le risque d'infection, mais dans le même cas, non, parce que d'autres études ont montré que si par contre on était infecté, le risque de forme sévère était plus élevé. L'autre point, c'est les allergies respiratoires. Donc on s'est aperçu que les allergies respiratoires étaient identifiées comme potentiellement réduisant le risque d'infection. Une des premières raisons, c'est que probablement les gens qui souffrent d'infections respiratoires se sont plus protégés en sachant que potentiellement, si elles étaient infectées, ça pourrait être plus grave. Un autre argument scientifique, c'est que lorsqu'on a des allergies respiratoires, on a moins de récepteurs en fait au virus dans les cellules de la muqueuse respiratoire, et ça pourrait en fait réduire la quantité de virus qui rentre dans les cellules. Rapidement, les analyses peuvent-elles montrer que le rôle de la vaccination dans la protection de la population? Ah oui, l'étude a clairement montré que le fait d'être vacciné a permis de protéger les personnes plus que si elles ne l'avaient pas été. Merci beaucoup à Van Maïkao Lormo d'avoir accepté notre invitation. Merci.